Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de VIP. Aujourd'hui, j'accueille une personnalité yvelinoise qui nous fait le plaisir d'être présente sur le plateau car elle sort un nouveau livre. Alain Baraton, bonjour. Bonjour. Et merci d'être là, quel plaisir. Je suis toujours heureux de venir vous rencontrer et converser avec vous. C'est adorable, Alain Baraton. Alors, qui êtes-vous? Pour ceux qui ne le savent pas, ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais. Vous êtes jardinier en chef du domaine national de Versailles et du Trianon. Oui, et puis je suis également chroniqueur dans une grande radio. Et France j'ai la Inter. chance, tout à fait. Voilà. Je fais aussi un petit peu de télévision aux côtés de France Maya Loquet 5. et Thomas Hills dans la quotidienne. Et puis, quand j'ai un petit peu de temps libre, ce qui est relativement rare, j'écris des ouvrages comme celui-ci. Comme celui-ci qui vient de sortir. Tout à fait, et dont je suis relativement fier, pour ne rien vous cacher, car j'ai pensé un instant que mon éditeur allait se pendre. J'ai mis beaucoup de temps pour le rédiger. En même temps, il est un peu épais. Il est très documenté. On prend le travail énorme. J'ai découvert qu'à Paris, il y avait 500 parcs et jardins. 500, c'est considérable. C'est trop. Enfin, c'est jamais trop, mais c'est énorme. Non, c'est pas énorme, mais chaque arrondissement en a beaucoup. Et il y en a des tout petits, il y en a des très grands, il y en a des très célèbres, d'autres des inconnus. Et j'ai eu envie d'en parler. Alors là-dedans, Mes Jardins de Paris, chez Grasset, oui. Vous en avez répertorié combien? 180-200 à peu près. Ah, quand même. Ah oui. Voilà. Et je les ai tous visités, sans aucune exception. Très bien. On n'en doute pas. Ça nous change du dernier livre, Le Camélia de ma mère, qui était un livre plus petit, plutôt intimiste, qui nous livrait quelques souvenirs d'enfance. Voilà. Alors là, on est dans le public. Voilà. Les jardins publics. On est dans change le de vrai. registre. Toujours dans le vrai avec vous. Vous savez, je suis fonctionnaire au ministère de la Culture et je me souviens que lorsque le ministère fut créé par André Malraux, celui-ci avait dit que la culture devait être à la portée du plus grand nombre. Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai une certaine, je vais dire, expertise dans le monde des jardins. Et j'avais envie de faire partager mon expérience des jardins de Paris. Que sait-on des jardins? Pourquoi ce jardin s'appelle-t-il un tel ou ainsi? Pourquoi avoir voulu créer à tel endroit un jardin et pourquoi certains n'ont pas survécu à l'urbanisation? C'est l'objet de mon livre. Oui, beaucoup ont été épargnés. Alors moi, ce que je voulais savoir, c'est d'abord, quand on donne le nom d'une personnalité à un jardin, quel est le symbole? Alors, j'ai un exemple là, tout récent, assez triste malheureusement, mais bon, Ilan Halimi, ce jeune homme qui a été tué, assassiné, torturé, quelque chose d'atroce, on lui a donné un jardin. Et c'est merveilleux. Son nom a été donné à un jardin. On l'a donné, voilà. C'est merveilleux. Je vais vous donner un exemple et je reviens sur le jardin Ilan Halimi. Tino Rossi était une star incroyable pour vos parents et vos grands-parents. Vous-même, vous vous souvenez de Tino Rossi parce que vous êtes toute jeune, mais vous avez entendu Petit Papa Noël, mais il était déjà un petit peu âgé. Mais nos grands-mères étaient admiratifs de cet homme. Qui se souviendra de Tino Rossi dans quelques années? Eh bien, je me pose quelques questions. Mais il a un jardin à Paris. Et tous ceux qui fréquentent le jardin se souviendront de l'homme qu'il était. Il y a un jardin Georges Brassens qui permet de se souvenir de ce très grand compositeur et créateur de chansons. Eh bien, le jardin Ilan Halimi est un jardin qui est un petit peu comme le jardin Anne Frank, permet de se rappeler qu'il y a des gens qui, pour leur confession, leur religion, leurs origines, sont tués dans des conditions ignoble. Et ce jardin, c'est pas seulement un hommage qu'on rend à un jeune garçon parti tragiquement beaucoup trop tôt dans des conditions épouvantables, c'est rendre simplement hommage à toutes les victimes de l'antisémitisme. C'est ça le jardin, un lieu de témoignage. Alors. Tout à fait. Témoignage et rassemblement. Bien sûr. Oui. Mais le jardin, c'est un lieu de liberté, c'est un lieu de repos, c'est un lieu de méditation. On ne peut pas aujourd'hui découvrir le jardin Ilan Halimi sans avoir une petite pensée pour tous ces actes terribles que sont les actes antisémites. D'accord. Et c'est aussi un lieu de vie. Oui, c'est là où la mort, quand on donne le nom d'une personne décédée, finalement, on lui donne quelque part une vie éternelle, parce que c'est la culture intellectuelle et la culture physique, la terre, et sa vie, un jardin. Oui, et vous venez de donner le mot juste, éternel, mais parfois le nom qu'on donne à un jardin peut vous induire en erreur. C'est-à-dire? Je vais vous raconter une anecdote. Quand j'ai voulu écrire ce livre, en fait, c'est en visitant un jardin, le Square Viviani. Le Square Viviani, ça le déclenchement du livre? Vous allez tout comprendre. Le Square Viviani est un petit square juste à côté de Notre-Dame de Paris. Il est à côté de l'église Saint-Julien-du-Pauvre. C'est un magnifique square. Au milieu, une merveille, que dis-je, une pépite, le plus vieil arbre de Paris, un robinier planté en 1605. L'arbre le plus ancien, il est là et il vit toujours. Et ce Square Viviani portait, du moins je le croyais, le nom d'un astronome italien qui donnait des noms aux étoiles. Je trouvais ça merveilleux. Oui, c'était joli. C'est joli. C'est romantique. Erreur. Il ne s'agit pas du même Viviani. Celui qui a été nommé pour, j'allais dire,
donner son nom à ce jardin est René Viviani, l'inventeur de l'impôt sur le revenu. Mon Dieu. Ah bien, vous avez tout compris. C'est beaucoup moins romantique. Alors, je me suis souvent moqué de cet homme, mais en fait, après, j'ai compris pourquoi il avait créé l'impôt sur le revenu. Il avait malheureusement raison. C'est la guerre de 14-18 qui justifie un effort national, mais comme quoi le nom d'un jardin peut aussi parfois induire en erreur. Mais je voudrais revenir sur ce que vous disiez qui est important sur la vie. Il y a un jardin qui s'appelle le jardin Anne-Franck. Oui. Et bien, dans ce jardin pousse un marronnier qui est directement issu du fruit produit par le marronnier, le vrai, que Anne-Franck voyait de ses fenêtres de la maison. Eh bien oui, bien sûr. Donc quand vous parlez d'éternité et de nom, vous avez raison, le jardin Anne-Franck en a une parfaite illustration. Donc on est allé chercher un marron du marronnier hollandais. Oui, pour le planter là. en faire un petit. Et maintenant, eh bien, ce marronnier est le témoin de la souffrance de cette gamine, le témoin de sa déportation, et là encore, le témoin de toute la cruauté humaine. D'accord, bah, c'est gai tout ça. Mais n'empêche qu'on apprend... Non, mais c'est important, malheureusement. C'est triste, bien sûr. La vie de Ilan Halimi, la vie d'Anne Frank, c'est une tragédie, c'est un cauchemar. Mais il ne faut pas oublier, d'où l'importance que les jardins contribuent à l'entretien de la mémoire. Exactement, voilà. Et c'est aussi une façon aussi d'honorer les personnes. Bien sûr. Quand on voit... Et puis de se rappeler plein de choses. Le jardin Casque d'Or, par exemple. Oui. On apprend un nombre de trucs incroyables. Il n'y a pas que le film. Quand vous me parlez de se souvenir de quantité de choses, vos yeux pétillent. Parce que vous savez que le jardin, c'est aussi un lieu pour l'enfance. On a tous en mémoire quand on était enfant, un jardin où l'on accompagnait une maman, un grand-père. Le jardin... Moi, c'était le bassin de Neptune. Vous, c'est le bassin de Neptune. Vous imaginez tous ceux qui ont vécu à Paris, qui se souviennent de leurs premiers pas au square des Batignolles, dans le jardin des Tuileries, au Luxembourg. Ce sont des lieux merveilleux. Le jardin, c'est aussi un lieu de découverte, de rencontre. Qui n'a pas espéré un baiser sur un banc? Un rendez-vous amoureux. Évidemment. Bien sûr. Mais le jardin vous accompagne tout au long de votre vie. Aujourd'hui, le jardin est devenu, en période d'après-confinement, vous remarquerez, le lieu où l'on peut déjeuner tranquillement sur un banc en respectant les distances. Espaces. D'où l'importance d'avoir rouvert les jardins après. Un peu tardivement, je trouve à mes yeux. Et puis le jardin, c'est aussi le lieu de la méditation. Vous êtes devenu, et je vous le souhaite, un jour une très vieille dame, mais le plus loin possible. Eh bien, vous aurez besoin peut-être de réfléchir sur votre vie, sur vos amours, sur votre vie en général. Eh bien, vous verrez qu'un banc ou un fauteuil, un arbre, un jardin, c'est l'endroit idéal pour se souvenir. Et que disait Cicéron ? Il disait votre ami. Oui, parce que j'adore les hommes qui utilisent le même vocabulaire que moi et qui sont capables, en 2 mots, de résumer une vie. Cicéron disait qu'en fait, dans la vie, il faut 2 choses, un jardin et une bibliothèque. Ça vous va bien, cette phrase, hein ? Oui, j'aime beaucoup, parce que j'ai la chance d'avoir un jardin. Vous êtes un auteur. Et j'ai aussi une bibliothèque. Vous aimez écrire. Ça se sent. C'est le besoin de transmettre, vous savez. Oui, de raconter. Je crois que vous êtes passionné derrière ce micro parce que vous avez le besoin de communiquer et de transmettre ce que vous aimeriez communiquer. Bien sûr. Je fais la même chose. Moi, j'en veux à André Le Nôtre. Vous savez, c'est le grand patron de Versailles. Un homme qui a dessiné des jardins magnifiques, mais excepté son œuvre, il n'a pas laissé d'écrit, il n'a pas créé d'école, il n'a pas formé d'apprentis. Et je lui en voudrais j'allais dire à mort. Oui, j'étais en Toute train. votre vie. Mais, oui, parce que justement, on a le devoir de communiquer. Nous parlions de l'antisémitisme et du racisme. Croyez-vous vraiment que si nous transmettions davantage de notre savoir, cette bêtise circulera encore autant? Je ne crois pas. Il faut transmettre. D'accord. Sur ces belles paroles, il y a une polémique actuellement à propos du cinéma La Pagode, du jardin du cinéma de La Pagode. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Cette pagode, c'est un bâtiment extraordinaire. Voilà, on voit les images là. C'est l'Asie en plein cœur de Paris. Oui, bien sûr. Ce qui est triste, c'est que lorsque Jacques Lang était ministre de la Culture, il avait classé le bâtiment et le jardin monument historique, et qu'on restaure le bâtiment, et que pour favoriser la restauration de ce bâtiment, qui a une histoire incroyable, on a coupé les arbres. Quand arrêtera-t-on de couper les arbres? Et pourquoi est-ce qu'on les a coupés? Parce que sous couvert de restauration, je crois que les arbres dérangent. Je ne sais pas à quel point les arbres sont gênants, mais il y a le besoin souvent de les couper dans le cadre de la restauration. Je suis navré, on doit être capable de restaurer. Il y avait un ginkgo biloba qui était merveilleux. Donc le mal est fait, ça y est? Le mal est fait, les arbres sont par terre. Ah, zut. Quand est-ce que l'on arrêtera une bonne fois pour toutes de massacrer les végétaux? On doit quand même être capable, je ne sais pas, quand on a une statue dans un jardin, on préserve la statue, on ne va pas la détruire. Pourquoi systématiquement détruire les végétaux? Il y avait quelques végétaux intéressants dans ce jardin et je déplore qu'on les ait coupés. D'accord, donc c'est trop tard malheureusement. Eh oui. Bon, ok. Dites-moi, depuis le confinement,
enfin, le confinement au château, comment ça s'est passé? Est-ce qu'on a vu des choses qu'on ne voyait pas avant? Le confinement à Versailles fut pour ceux qui, comme moi, ont été, je vais dire, astreints à y rester pour y travailler. Bien sûr. On y a découvert des choses extraordinaires. Un parc qui retrouve la liberté et qui laisse apparaître des fleurs sauvages incroyables. Vous avez vu des choses que vous ne voyiez pas avant? Oui, quantité de petites fleurs que nous avons répertoriées. Ah bien. Oui, les tondeuses étaient elles aussi confinées. Quel bonheur, ouais. Donc il y avait de la nature qui s'exprimait. On a vu des animaux prendre possession des lieux. Les renards qui vous regardaient de manière éhontée, limite provocation, en disant tu es chez moi, que fais-tu ici? Nous avons vu des renardeaux, des oies qui ont fait leurs petits, Génial. des cygnes autour du Grand Canal. Le parc a retrouvé la quiétude. Et puis surtout, ce qui était merveilleux à Versailles et partout ailleurs, c'était ce silence, ce calme, ce côté paisible où enfin, il n'y avait pas d'avion au-dessus de la tête, il n'y avait pas de bruit, la nature semblait reprendre ses droits. J'en profite pour un petit... Allez-y. Si vous le permettez. Est-ce que vous avez vu le fantôme de Marie-Antoinette? Parce qu'elle en a toujours- profité pour repasser. Toujours pas. Je ne l'ai toujours Ça aurait pas été vu. l'occasion pourtant. Mais ce Bon, que j'aurais ok. aimé, par contre, c'est que justement on tienne compte du confinement pour réfléchir sur le futur, Ouais. parce nous sommes en train d'aller droit vers la catastrophe écologique. Le confinement a prouvé qu'on était capable d'arrêter de trop consommer. Trop voyager. Essayons de tenir, compte de ce confinement pour évoluer positivement. Vous y croyez? Non. Non, mais on a le droit de rêver. Sur ces bonnes paroles. Bon, moi, ce à quoi je crois, ce sont les jardins partagés. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance, d'avoir un jardin. J'en parle. Vous en parlez, et je trouve que c'est vital, justement, par rapport au confinement, où les gens sont restés vraiment coincés dans des petits mètres carrés urbains. C'est la... Vous savez, le jardin partagé, C'est la vie, ça. Vous mettez des femmes et des hommes de tout âge, de toutes conditions, de toutes origines. Vous mettez une femme née en Algérie, un homme né en Afrique noire, un Français bien né à Paris. né, vous les à mettez côte à Versailles. côte et ils sont dans un même jardin, ils cultivent, ils Ils partagent. ont les mains dans la terre Et l'amitié naît. Je constate que quand il y a de grands mouvements dans les banlieues dites difficiles, les espaces verts sont rarement endommagés. Je crois que le jardin est peut-être un lieu d'unification et d'amitié. Le banc, j'adore parler du banc. Le banc qui est le premier réseau social. Il y a un type qui un Le jour, banc public. un type ou une femme, qui a eu l'idée de créer un meuble qui permet à plusieurs fessiers de s'asseoir côte à côte. Et bien quand vous mettez des gens de toutes les couleurs côte à côte sur le même banc et qui discutent, c'est peut-être le début de la fin du racisme, de l'antisémitisme, en un mot de toutes ces bêtises qui nous pourrissent la vie et qui n'ont plus leur place aujourd'hui. Amen. Oui. Bon, en tout cas, en attendant, on va se régaler cet été avec ce merveilleux livre. Vous êtes allé hors des sentiers battus, enfin hors de vos sentiers battus, Oui. puisque vous êtes allé dans tout Paris. Oui, mais je n'ai Nous- pas trahi mes jardins de Versailles pour autant. Ah non, Rassurez-vous. mais bon, on a le droit d'aller voir ailleurs. Et Oh. donc, changement d'herbage. Réjouis le veau. Voilà. Vieux dicton. Vieux dicton. Bon, bref, vous êtes allés partout, vous nous faites découvrir des pépites, et plein d'histoires incroyables. Et merci beaucoup. Et à très vite alors sur France Inter, sur France 5, et peut-être un nouveau livre, qui sait. Ah ben j'y suis, je vous en parlerai la prochaine fois. Bon, promis, Ah, il faut me réinviter. avec joie. Bon, merci beaucoup Alain Baraton. À bientôt. À très vite, bon été.